voir si ça. Vous m'entendez correctement? Super, ok. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, si je dois me rapprocher ou que je... Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais suivre. Ah ben, c'est parti. D'abord, me présenter. Voilà, donc François est le prénom, Bernard le nom. Je commence toujours par ça, parce que souvent, ça peut apporter quelques confusions. J'ai 39 ans, encore pour quelques mois, et j'y tiens. Vous verrez pourquoi j'y tiens après. Je suis papa de 2 enfants, et puis j'essaie également d'avoir, à côté de ma vie familiale et de ma vie professionnelle, un peu de temps pour moi, pour être en harmonie et pouvoir tenir, donc en faisant du sport, à la fois en faisant de la course unifiée, ce que l'on fait en courant avec des personnes que l'on accompagne au sein de nos établissements. Et puis aussi pas mal d'arts martiaux, puisque ça c'est aussi un sport qui m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle et aussi professionnelle par rapport à la philosophie et aux codes moraux qui peuvent exister dans ces sports-là. Et donc je dirige le GAFAS, qui est une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux, également un centre de formation qui s'appelle Campus. Et également, je suis membre du CNCPH. Alors, juste dans la salle, qui connaît le CNCPH? Juste comme ça, sans lever la main. Qui connaît? Bon, ouais, c'est bon. Rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais trop peu de gens connaissent le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Grosso modo, c'est une instance qui permet de donner des avis sur un certain nombre de textes de loi, de décrets, de textes de l'administration qui peuvent impacter, enfin, qui impactent la vie des personnes en situation de handicap. Et donc on est amené à travailler là-dessus et on travaille aussi avec Julia, qui fait partie de la commission à laquelle j'anime sur l'organisation institutionnelle. Voilà. Et donc je suis également podcasteur, j'ai 2 podcasts, Handicap Histoire 2, qui a pour ambition de présenter des parcours de personnes qui ont fait de leur handicap une force, et également un autre sur l'autodétermination, là des petites capsules audio de 10 minutes pour aussi transmettre de l'information sur ce qu'est l'autodétermination et aussi ce que ce n'est pas. Alors, on va d'abord poser le contexte. Tout le monde, je l'espère, aura reconnu le logo des Nations Unies. Vous dire qu'effectivement la question de l'autodétermination, ça vient aussi d'un contexte international, et notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Deuxième petit test, qui a déjà lu en entier la Convention relative aux droits des personnes handicapées? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, Bon, ben écoutez, là je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a levé la main sur les 150. Vous êtes dans la moyenne. Vous êtes dans la moyenne. Et c'est bien là le problème, c'est que cette convention, en fait, elle a été votée par les Nations Unies en 2006. Donc ça fait déjà quand même quelques années. Et surtout, elle a été ratifiée par la France en 2010. Donc ça veut dire qu'elle a l'obligation, la France, de revoir sa loi nationale au regard de la Convention internationale. Et donc c'est pas rien quand un État décide de ratifier en fait une convention internationale, c'est qu'il faut à un moment donné se mettre en conformité. Et donc en 2021, la France a rendu son rapport justement sur la mise en œuvre de cette convention, et effectivement il y a quelques écarts entre ce qui est demandé dans cette convention et ce qui est effectivement la réalité pour les personnes. La convention, elle ne donne pas plus de droits, mais elle dit comment les personnes peuvent avoir l'effectivité de leurs droits. Pas plus, pas moins que les autres. Mais sur la base de l'égalité avec les autres, c'est comment les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à leurs droits. Et il y a notamment plusieurs articles qui, moi, sont vraiment très intéressants. Je pense à l'article 12 sur les régimes de tutelle, qui dit très concrètement qu'il faut complètement revoir les régimes de tutelle. L'article 24 sur l'éducation, qui prône le fait que les enfants puissent avoir un accès gratuit et égal à l'éducation, et notamment accès à l'école. Et puis il y a l'article 19, qui est ici. Et, on va prendre juste quelques instants pour l'étudier. Je vais juste quand je vais mettre mon ordinateur.
là, voilà, c'est sera plus facile pour vous. Et cet article 19, il dit que les États parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que la pleine intégration et participation à la société. Alors notamment sur le fait de pouvoir avoir le choix sur la base d'égalité avec les autres. Donc là, on voit bien que c'est pas plus par moins de droit, mais c'est vraiment sur la base de l'égalité. Avoir le choix du lieu de résidence et où avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Arrêtons-nous quelques secondes déjà sur cette première indication. Est-ce que notre secteur médico-social aujourd'hui est en conformité avec ce premier alinéa-là, où les personnes ont le choix de vivre là où elles le souhaitent, avec qui elles voudraient vivre? Et déjà, est-ce qu'elles ont déjà un choix? Voilà, merci pour vos réactions, mais effectivement, on n'en est pas encore. Le deuxième alinéa, c'est les personnes handicapées et accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer, sans être victimes de ségrégation. Là aussi, les personnes qui font le choix de vivre à domicile, est-ce qu'elles ont complètement la possibilité d'avoir des services d'aide à domicile? Est-ce qu'il y a des SIAD, des SIAD qui peuvent intervenir en termes de soins? Voilà. Ça, c'est aussi une vraie question d'avoir accès à une gamme de services. Et là, vous voyez bien également que dans la Convention, on parle d'établissement. On ne dit pas, il ne faut pas que les personnes vivent en établissement. Elles peuvent aussi faire le choix de vivre en établissement. Alors, il faut aussi savoir que la Convention elle avait été écrite en anglais. Et en anglais, le mot établissement, en fait, c'était écrit home service. Et donc, il faut aussi l'entendre en termes de traduction sur le fait que quelquefois, il y a un écart entre ce que nous, on met derrière l'établissement et ce que les pays anglo-saxons peuvent mettre. Et enfin, le troisième alinéa, c'est que les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et que ce soit adapté à leurs besoins. Donc vous voyez déjà, quand on regarde cet article-là, on peut déjà se demander, en termes d'organisation et de fonctionnement de nos établissements et services, c'est est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas. Évidemment, il y a la responsabilité de l'État dans le fait de promouvoir et de porter cet article 19, mais il y a aussi une responsabilité des organismes gestionnaires sur savoir comment on permet aux personnes d'avoir un machin. Je vous ai mis un lien, le gouvernement a publié des vidéos en facile à lire et à comprendre, en facile à entendre et à comprendre, qui sont très ludiques et qui permettent vraiment de comprendre ce qu'est la Convention. Et donc, vous avez sur le site, vous tapez Convention relative aux droits des personnes et gouvernement, vous allez tomber directement dessus. Je vous invite vraiment à aller les voir, parce que ça permet de comprendre aussi dans quel contexte on est et de sortir de l'idée que c'est un effet de mode et que ça vient de nous. Alors évidemment, tout ça, ça permet aussi de se questionner sur la question de la transformation de l'offre. Vous savez qu'il y a un mouvement assez important qui est engagé en France depuis plusieurs années là-dessus. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment, c'est comment on change de paradigme et comment on change le fait que les personnes, elles puissent vraiment passer d'une possibilité d'avoir du choix, d'être soutenues dans leur autodétermination, de les soutenir dans leur demande, de pouvoir avoir le choix de vivre en milieu ordinaire avec des services adaptés, mais aussi, quand même, si elles le veulent, de pouvoir vivre en établissement ou dans des petites unités. Évidemment, c'est un chemin que l'on apprend, c'est un chemin qui va être long, mais l'objectif, quand même, que je vous demandez, c'est celui-là, c'est de passer le système que vous voyez à gauche vers le droit. Alors, quelquefois, on oppose les établissements et les institutions. Il y a des textes aussi européens, alors je ne les présente pas parce que ce serait trop long et j'en ai pas le temps, mais il y a beaucoup de textes européens, que ce soit le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, qui ont aussi édité des éléments sur ce qu'est la désinstitutionnalisation, la culture institutionnelle. Et plutôt que de parler d'institutions versus établissements, l'idée c'est de dire comment on peut essayer de réfléchir au sein de nos organisations
sur finalement nos modes de fonctionnement, nos modes d'organisation, nos règlements de fonctionnement, et d'essayer de définir ce qu'est une culture institutionnelle. Et donc la culture institutionnelle, elle est définie sur plusieurs aspects. D'abord sur la question de la dépersonnalisation de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des retraits des effets personnels, est-ce qu'il y a des retraits sur les signes et symboles de l'individualité, est-ce qu'il y a une rigidité dans la routine, est-ce que j'ai le choix des repas, est-ce que j'ai le choix de pouvoir me lever à l'heure que je veux le matin, est-ce que mes préférences sont prises en compte dans mon mode de vie, est-ce que j'ai du contrôle sur la vie que je peux avoir dans l'établissement, est-ce que je suis traité en groupe ou est-ce que je suis traité individuellement, est-ce que mon intimité est respectée, est-ce que j'ai le choix de recruter mon propre salarié, est-ce que je peux choisir qui va m'accompagner le matin à la toilette ou est-ce que je dois subir le fonctionnement d'établissement. La question de la distance sociale, alors ça aussi, moi c'est un de mes combats, on a longtemps parlé de la bonne distance professionnelle qu'il faudrait avoir, c'est quelque chose qui m'horripile personnellement, je préfère parler de bonne proximité plutôt que de parler de distance. Je pense sincèrement que si nous travaillons dans ce secteur-là, c'est pas par hasard, et qu'on vient travailler avec nos tripes, avec nos cœurs, et qu'il faut, à un moment donné, parler plutôt d'une bonne proximité, tout en respectant l'autre dans son identité et son individualité, mais évitons de parler de distance sociale, puisque je crois que ça a des effets, finalement, d'accompagner à distance les gens et de ne pas être en proximité avec eux. Et donc, cette question de la culture institutionnelle, elle peut aussi se retrouver dans des formats de petites unités, elle peut aussi se retrouver dans des habitats inclusifs. C'est pas parce que vous vivez dans des petites maisons à 5 ou 6 que forcément il n'y aura pas de culture institutionnelle. Donc, quelquefois, la question de l'accès au droit, de l'autodétermination, ce n'est pas forcément une question de taille ou d'établissement, c'est une question de culture institutionnelle et de finalement d'environnement capacitant, on va dire aussi d'environnement habilitant. Comment finalement, dans l'endroit où je vis, est-ce que je peux avoir un contrôle sur mes domaines de vie qui sont importants pour moi. Et donc c'est pour ça que j'aime bien présenter ça, parce que je trouve que c'est souvent un point de départ que l'on peut avoir, chacun dans nos organisations, sur finalement, est-ce que l'on a dans notre fonctionnement, notre manière de travailler, une culture qui est très institutionnelle. Puis ça vaut le coup aussi quelquefois de poser la question aux personnes qui vivent dans les établissements et services. Alors, on y va sur la question de l'autodétermination. 3 éléments qui sont importants sur la question de l'autodétermination, c'est vraiment, je disais, le principe d'avoir le sentiment et la possibilité d'exercer du contrôle sur des domaines de vie qui sont importants pour soi. Il y a peut-être des domaines de vie, qui ne sont pas forcément importants pour vous, mais qui peuvent l'être pour la personne que vous accompagnez. Choisir ses vêtements le matin, peut-être que c'est important pour vous, peut-être que c'est pas important pour une autre personne. Et donc, ce qui est nécessaire dans l'accompagnement des professionnels, c'est vraiment, l'accompagnement des personnes accueillies, c'est de vraiment savoir à chaque fois quels sont les domaines de vie qui sont importants que la personne souhaite avoir et quel contrôle elle souhaite avoir sur ces domaines de vie. Deuxième élément, c'est aussi la possibilité d'exercer cette liberté face aux influences externes. C'est vraiment l'idée de garder la question du libre arbitre. Et vous savez, c'est souvent quand on dit aux personnes, ça serait bien que tu fasses ça. Moi, je pense que ce serait bon pour toi que tu prennes telle ou telle décision. On se l'est souvent entendu dire ça quand je vois que ça réagit là-bas. C'est souvent entendu dire par vos parents même qu'il serait bon que tu fasses telle ou telle étude, que tu ailles telle école, que tu aies telle ou telle amie, que tu n'aies pas telle ou telle amie, que tu ne fréquentes pas telle ou telle personne, que tu ne fumes pas. Mais le problème, c'est que le fait d'avoir ces influences externes, alors évidemment, on est tous influencés dans la vie. L'idée, c'est pas de dire qu'on n'a pas d'influence. Mais l'influence externe à vue, c'est finalement quand ça empêche la personne de faire ses propres choix, et quand ça empêche, quand ça amène la personne à ne pas prendre de décision, ou à prendre une décision qui va dans le sens de la personne qui apporte cette influence.
Donc ça, c'est vraiment toujours important, vraiment de bien comprendre ce qu'est la question de l'influence externe et de permettre aux personnes de garder leur libre arbitre. Et enfin, le troisième élément, c'est aussi pouvoir façonner des actions au cours de sa vie. Être autodéterminé, c'est aussi un peu être le maître d'œuvre de sa vie. Alors on a souvent associé l'autodétermination à l'autonomie, mais c'est pas faux, mais c'est pas forcément un synonyme, c'est plutôt une composante, et on le verra après. Et donc voilà sur ces trois premiers éléments. L'autodétermination, c'est un besoin, et c'est un besoin tout au long de la vie. Et ça concerne tout le monde. Souvent, quand on questionne la question, enfin, quand on travaille sur la question de l'autodétermination, il faut aussi se la questionner par rapport à soi. On a tous ce besoin-là d'être autodéterminé, et c'est un besoin que l'on expérimente de la toute petite enfance jusqu'à l'avancée en âge, jusqu'à la vie. Un enfant de 0 à 6 ans, il expérimente, il teste, il prend des risques, il met des choses à la bouche, il apprend à dire non. Et bien ça aussi, c'est une manière de s'autodéterminer, de faire entendre ce dont il a besoin. Le jeune adolescent, évidemment, la même chose, il re-questionne les cadres dans lesquels il vit, il re-questionne le cadre de ses parents, il teste, il expérimente, il prend des risques. Et puis vient l'âge adulte où on fait le choix de vivre avec telle ou telle personne, de ne pas vivre avec telle ou telle personne, d'aller vivre dans un endroit donné. C'est aussi le moment de son orientation professionnelle, de son premier emploi, de son premier lieu de vie. Je pense que chacun se souvient tous de la première fois où on a quitté le domicile familial et où on est arrivé chez soi. Et avoir un chez soi, c'est aussi très important. Et puis vient la question des 40 ans, ce que j'expliquais tout à l'heure, où on fait un premier bilan de sa vie, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire sur le reste de ma vie, et l'avancée en âge, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma retraite, puis comment j'ai envie aussi d'être accompagné sur ma fin de vie, est-ce que j'ai envie d'aller vivre, de rester chez moi, d'avoir des aides à domicile, d'aller en EHPAD, de ne pas aller en EHPAD, et puis comment je souhaite mourir. C'est aussi une question. Et donc vous voyez que la question de l'autodétermination, ça concerne tout le monde. Et c'est un besoin tout au long de la vie. Puis maman. On est bon pour l'instant? On est large. Donc l'autodétermination, c'est un besoin qui se manifeste tout au long de la vie, c'est un besoin qui est lié au besoin fondamental de l'être humain, c'est lié également aux motivations. Et surtout, on sait que les personnes qui ne sont pas autodéterminées peuvent adopter des comportements passifs, peuvent avoir des comportements apathiques et aussi avoir des comportements problèmes. Le fait de ne pas répondre à des besoins des personnes, de ne pas répondre à des besoins d'autodétermination, ça peut entraîner aussi des comportements défis auprès des personnes. Et donc il est nécessaire de bien avoir ça en tête, parce que quelquefois on peut avoir tendance à dire « Ah, elle le fait exprès ou elle a un comportement qui n'est pas adapté ». Re-questionnons aussi sur finalement ce comportement défi, en quoi il est symptomatique de quelque chose et qu'est-ce qu'il essaye de nous dire en termes d'information. Alors l'autodétermination, c'est également un construit. Il y a 4 composantes qui sont essentielles pour bien comprendre ce qu'est l'autodétermination. Il y a l'autoréalisation, l'autorégulation, l'empowerment psychologique, qu'on traduit souvent par le pouvoir d'agir, et l'autonomie comportementale. On va d'abord aborder la question du pouvoir d'agir. Souvent, on pense que l'autodétermination, c'est la capacité de faire des choix. Oui, c'est vrai, il y a cette question-là, mais ce n'est pas que ça. Et la question du pouvoir d'agir, c'est aussi la perception qu'une personne elle va avoir sur le fait de pouvoir exercer du contrôle sur sa vie. Est-ce qu'elle peut prendre des initiatives? Comment peut-elle prendre des initiatives? Est-ce qu'elle peut prendre des risques? Comment je permets à la personne dans l'environnement et dans les règles qui sont posées, est-ce qu'elle puisse tester des choses? Est-ce que c'est OK sur le fait qu'elle puisse réussir? Mais est-ce que c'est OK sur le fait aussi qu'elle puisse ne pas réussir? Et comment je travaille ça sur la question du pouvoir d'agir.
Est-ce que la personne prend la parole sans forcément qu'on l'amène à prendre la parole? Est-ce qu'elle prend la parole directement? Ou est-ce qu'elle a fait le choix de ne pas prendre la parole aussi? Ne pas poser de questions ou vouloir poser une question est aussi une possibilité de s'autodéterminer. L'empowerment, c'est aussi faire valoir ses droits, mais aussi assumer les responsabilités. On a un certain nombre de personnes qui s'engagent dans des associations d'autoreprésentants également pour faire valoir leurs droits et pour défendre leurs droits. La deuxième composante de l'autodétermination, c'est aussi la question de l'autonomie comportementale. Alors quand on parle d'autonomie, on pense à tort quelquefois à l'indépendance. Et les deux, pour moi, ne veulent pas dire la même chose. L'indépendance, c'est savoir faire des choses tout seul, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. L'autonomie, c'est être en capacité de réaliser quelque chose, mais peut-être en ayant le soutien de son environnement, que ce soit un soutien matériel, le soutien d'une personne, le soutien d'une technologie. Et donc, je peux être autonome dans les déplacements, mais peut-être que j'ai besoin d'un transport adapté, peut-être que j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne, mais je sais me déplacer et je suis autonome pour aller d'un point à un point. Je peux être aussi autonome et pas forcément autodéterminé. Par exemple, je sais faire du vélo, j'ai appris à faire du vélo, mais est-ce que j'ai la possibilité de choisir le moment où je fais du vélo, ou est-ce que le vélo dans l'établissement, c'est le jeudi de 4h à 5h, c'est pas un autre moment? Et vous voyez bien que la question de l'autonomie et de l'autodétermination sont des choses qui sont liées, mais qui ne sont pas forcément synonymes. Et donc, il faut toujours essayer d'avoir en tête que la question de l'autonomie, il faut le relier à la question de l'autodétermination. Une petite vidéo sur ces deux aspects-là. J'espère que ça va se lancer. On a ménage à deux en fait. Ouais. Appartement à deux en colonne avant, et maintenant tu t'en coupes en deux. Les autres projets, c'est d'être avec ma copine dans un appartement et peut-être plus tard avoir des enfants avec elle. Elle aimerait bien que je sois en appartement avec elle parce qu'elle n'arrête pas de me le réclamer. Ben, moi, j'ai dit, je vais attendre un petit peu, voir si le projet y avance. Et quand on me proposera un autre appartement et qui me plairait, je lui dirai à ce moment-là pour qu'elle viendra habiter avec moi. On s'est rencontrés au foyer de Joshua, quand il était studio et moi au studio. Après, on commençait à vivre à deux à mon studio, tout comme ça, pour apprendre à me connaître. Et après, ça s'est même passé après. Malheureusement, ce couple n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, en fait. On faisait pas souvent tout à deux. C'était pas ça. Le papa, il m'a laissé tomber quand j'étais enceinte. Je lui ai annoncé que j'étais enceinte et il n'était pas trop d'accord et il est parti. J'étais chez ma mère quand j'étais enceinte. Après, ça n'allait pas trop. Un peu chez ma mère, je suis partie en foyer mère-enfant. Ils m'ont accueillie avec ma fille jusqu'à l'âge de 2 ans. Quand elle était placée, j'avais un peu de mal la séparation. Elle a une assistante sociale référente. Elle voyait les progrès que je faisais. Je l'avais le mercredi après-midi et le week-end. Voilà. Mais là, elle a vu avec moi. Elle voudrait revenir avec moi par la suite. Je suis contente parce que j'ai avancé quand même. Je suis fière. Fière pour nous deux, voilà. Je suis en couple. En fait, Purentin était chez ma mère, il était petit, il connaît son parent. Et mon parent, lui, il a connu mon parent aussi. Et était petit. Après, je suis grandi. Et après, j'ai vu Sébastien qui est arrivé au foyer. Je vois sa tête, je connais. Je dis, ouais, je connais bien sur sa tête. Je dis, ouais, mais je connais ses parents, toi, avec. On a ménagé à deux, en fait. Ouais. Appartement à deux en colonne avant. Et maintenant, tu t'en coupes en deux. Déjà, j'ai un indicateur. Résidence, c'est courant aussi. Et mon boulot, c'est courant. J'ai du mal à expliquer devant la résidence et devant les gens. Parce que, comme on dit, comment ils se montrent à la télé, maintenant, la porte s'est ouverte. Il n'a pas dit à mon père, il était en couple, il n'a pas dit, non.
Et de toute façon, je ne veux plus que mon parent finisse. Je ne veux plus voir. Mon parent il va tout partir, bientôt ménager, bientôt. Moi et Mon loulou. Nanou. Et j'ai demandé d'aller avoir une place de la grande salle Pour le mariage. Pour le mariage. Il faut attendre le juge du terre, en fait. Il faut attendre la date. Voilà, une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un projet Interreg européen avec les bâtiments de groupe et Tourcoing, qui s'appelait le projet AICL. Alors pour la petite histoire, ces deux personnes se sont bien mariées, mais pas ensemble. Une chose de la vie. Alors, petit souci technique. Ouais, c'est bon. Alors, troisième composante de l'autodétermination, on appelle ça l'autorégulation. C'est finalement comment la personne elle va pouvoir anticiper les informations qu'elle reçoit de son environnement pour adapter son comportement vis-à-vis de ce qui se passe. Donc on est vraiment sur la question de réguler son comportement en fonction de la dynamique de l'environnement. C'est par exemple, est-ce que la personne elle adapte la manière de s'habiller en fonction de la météo, et c'est comment vous, en tant que professionnel, vous essayez de la soutenir par rapport à ça. Est-ce que vous allez lui dire, par exemple, s'il pleut, que la personne mette son manteau avant de sortir, en lui disant mets ton manteau, on s'en va, ou est-ce que vous allez plutôt lui poser la question autrement, en lui demandant est-ce que tu as vu le temps qu'il faisait dehors, pour ramener en fait la personne à prendre conscience de la météo extérieure, et donc de comprendre et d'analyser le fait qu'elle doit adapter sa décision par rapport à ça. Et c'est là où vous voyez la question de l'autorégulation, comment on adapte son comportement vis-à-vis de la perception que l'on a de l'environnement. Il est évidemment lié à la manière dont on va accompagner et on va soutenir la personne dans ce cadre-là. Si vous dites à la personne ce qu'elle doit faire, vous n'allez pas lui permettre d'acquérir des compétences et d'adapter son comportement et de s'autoréguler par rapport à l'environnement. Par contre, si vous l'amenez en lui posant des questions, est-ce qu'elle prenne conscience de l'environnement, et bien là vous allez la soutenir et vous allez lui permettre d'accéder à l'autodétermination. Et donc l'idée dans la question de l'autorégulation, c'est vraiment le droit de pouvoir essayer, de pouvoir expérimenter, de se tromper. Peut-être qu'il faut aussi accepter que la personne elle vive cette expérience-là de sortir sans manteau et d'être trempée, pour qu'après elle comprenne qu'elle avait besoin de prendre son manteau. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est de dire comment on a aussi ces moments d'apprentissage, comment on permet, comment on a ces occasions-là de pouvoir s'autodéterminer, et comment on fait aussi des boucles de feedback avec la personne quand elle expérimente, et qu'on lui pose des questions sur savoir ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, et ce qu'elle a pu mettre en place en lien avec l'environnement. Et enfin, la dernière composante, c'est la question de l'autoréalisation. Alors là, c'est vraiment les occasions qui sont données à la personne de rayonner par rapport à ses compétences et par rapport à ses réussites. Et dans l'idée aussi du regard que l'on peut avoir sur la personne, c'est comment on a un regard sur le fait que comment la personne a une présomption de compétences et pas une incapacité, une habilité. Alors évidemment, notre système franco-français a souvent regardé les personnes d'abord en taux d'invalidité, pas en taux de validité ou en taux de compétence, qui forcément amène un regard biaisé dès le départ. Mais là, c'est vraiment comment on va permettre à la personne d'avoir le sentiment de fierté quand elle réussit quelque chose. Évidemment, il y a des liens entre la motivation et l'autoréalisation, et puis c'est aussi une question de la construction identitaire. Sur la question de l'identité, l'autoréalisation, le fait de pouvoir avoir des expériences de vie, et bien ça va amener aussi la personne à avoir confiance en elle et d'avoir conscience des capacités qu'elle a. Un bon exemple d'autoréalisation, c'est aussi, par exemple, l'exemple d'Éléonore Laloux, qui est une jeune femme vivant avec une crise 2021 sur Arras, donc pas très loin d'ici, et qui est conseillère municipale de la ville d'Arras, et qui est déléguée au bonheur et à la transformation de vie. Le fait d'avoir un rôle social, et ça rejoint aussi tous les concepts de valorisation des rôles sociaux, le fait d'avoir un rôle social dans la société, et bien ça amène aussi aux personnes un sentiment de fierté
et de la confiance en soi. Eh bien, j'ai le temps de vous montrer une deuxième vidéo dans ce cadre-là. Avant, c'était pas possible parce que j'avais pas encore confiance en moi. Avant, j'avais les cheveux courts. Donc là, je les ai poussés depuis 2 ans. Des fois, je les laisse friser, je les lisse et je me maquille des fois. Je voulais les laisser pousser depuis longtemps et mes parents, ils étaient derrière moi en me disant « bah tu les coupes ». Mais moi, j'ai pas écouté mes parents. Il y a mon visage qui a changé, qui a minci. Il y a mon corps aussi que j'avais minci. Parce que je pesais 105 kilos à l'arrivée, je fais 84 kilos maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je me ressemble à une femme. Du coup, je peux me mettre en jupe, je peux me mettre en pantalon. Avant, j'avais perdu la confiance, maintenant elle est revenue. Mais je me sens belle. Je suis autonome aussi. Je suis fière de moi, de moi-même. À mon avis, ils doivent être fiers quand même aussi de leur fille, quoi. Je suis moi-même opéré à cœur ouvert, j'ai eu un grand frère handicapé, j'ai eu des parents qui étaient un petit peu renfermés dans leur maison. Alors imagine le jour où je leur ai dit « bah écoute papa, maman, vous êtes gentils, hein, mais moi je vais faire ma vie ». Et au lieu de vivre dans ce cocon, je me suis dit « bah écoute, mon père n'était pas trop d'accord, ma mère m'a dit « non, mais tu n'y arriveras jamais, machin, de toute façon t'es handicapé, t'arriveras à rien ». Moi je pense que le handicap ça n'a rien à voir en fait. Il faut se foutre une claque et progresser. Il y a eu des moments où j'ai eu des gros coups de barre, tu vois, des coups de mou incroyables en disant j'y arriverai pas. Et là, clac, je me remets une petite claque sur les fesses et je me dis il faut que je remonte la pente, quoi. Et quand j'ai vraiment un coup de blues, ce que je fais, c'est que je regarde derrière. Et là, tu te dis allez, encore une marche. Et une marche. Et généralement, tu progresses. Et grâce aux éducateurs, grâce à tous ces gens qui m'ont un petit peu boosté quand même. Et du coup, quand j'essaye d'en parler avec mon père, c'est un peu dur. J'aimerais simplement le rendre fier en fait. Quand je veux quelque chose, je le dis. Et si on voit pas que ça avance, eh ben je le redis plusieurs fois pour qu'ils comprennent que j'en ai besoin. Avant, c'était pas possible parce que j'avais pas encore confiance en moi. Les éducateurs, quand ils me demandaient quelque chose, je les laissais décider. Et un jour, quand on a dit on va changer de truc, ça va être les résidents qui décident, ça m'a donné envie d'essayer moi-même. Et ça a fait que j'ai réussi. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai voulu et je l'ai en ce moment. Je suis fier parce que ma famille était derrière pour l'appartement. Ce coup, ma famille ne croyait pas que j'aurais pu avoir cet appartement. Mais comme ils ont vu que j'étais fort débrouillard, même ma plus belle sœur, elle en a pleuré. Je vais dire que pour moi, je suis content. Je suis content d'avoir au moins arrivé à ce que je voulais. Malgré que j'ai 50 ans, je vais y aller jusqu'au bout. Je vais pas lâcher l'affaire. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Moi, je veux vivre en liberté. Merci. J'ai commencé à accélérer parce que le temps un schéma qui peut paraître un peu compliqué, mais qui en fait ne l'est pas tellement. C'est ce qu'on appelle le modèle fonctionnel de l'autodétermination qui a été travaillé par La Chapelle et Demeyer. Vous retrouvez les 4 composantes dans le rond qu'on vient de voir. Et évidemment, à chaque fois, il est question d'une autodétermination qui est relative. On ne s'autodétermine pas dans l'absolu, on s'autodétermine toujours dans un cadre. Et évidemment qu'il faut à chaque fois bien connaître le cadre. Est-ce que le cadre est connu des personnes? Est-ce qu'on a la possibilité quelquefois de re-questionner le cadre? Mais en tout cas, il y a toujours une autodétermination par rapport à un système dans lequel on est, par rapport à une culture qui ne s'autodétermine pas de la même façon dans un pays ou dans un autre, dans une région, peut-être dans un établissement par rapport à un autre. Et donc à chaque fois, c'est toujours important que les personnes connaissent bien le cadre. Alors, dans le schéma sur la partie droite, sur la question des occasions, c'est vraiment quelles occasions l'environnement va offrir à des expériences qu'on va proposer aux personnes pour leur permettre de s'autodéterminer.
comment ces occasions vont permettre d'apprendre quelque chose sur la personne. Est-ce qu'il y a des feedbacks? Comment on fait ces feedbacks et quel retour on peut lui faire? Et comment elle peut prendre conscience de ces occasions et de ces expériences-là? Et donc comment la personne va pouvoir tirer des leçons et comment on va l'aider à tirer des leçons sur cette expérience-là des occasions. Sur la partie gauche, vous retrouvez la question des capacités. Il y a des capacités que l'on a par rapport à notre développement. On ne se développe pas, on ne s'autodétermine pas de la même manière à 3 ans, 6 ans, 12 ans, 20 ans ou 60 ans. Mais également, quels apprentissages ont permis à la personne d'avoir sur cette possibilité d'autodétermination. Au centre, vous voyez les perceptions et les croyances. Alors ça, c'est toutes les croyances limitantes que à la fois la personne peut avoir par rapport à sa possibilité à elle de s'autodéterminer, mais aussi les autres, les perceptions qu'on peut avoir sur les possibilités, les compétences, les capacités des personnes. Et combien de fois, quand il y a des transferts, par exemple, organisés dans des établissements, je me suis entendu dire de la part des professionnels, ah bah dis donc, on ne savait pas que la personne était capable de faire ça, ou qu'elle était en capacité de s'adapter, ou en capacité d'être autonome dans telle ou telle chose. Et donc, je crois qu'il y a vraiment nécessité, à tous les niveaux, même des directions générales, des administrateurs, des parents, aussi de travailler sur ces biais cognitifs, sur le fait d'avoir plutôt une présomption de compétence pour les personnes et pas une présomption d'invalidité, et travailler sur ces croyances. Et donc évidemment, après le travail des pros et de l'entourage, c'est de soutenir les personnes dans leur autodétermination. Donc ce que l'on sait sur l'autodétermination, c'est que les personnes vivant avec un trouble du développement intellectuel sont les personnes les moins autodéterminées, qu'il faut pouvoir les soutenir dans ce cadre-là, qu'il existe des facteurs tant individuels qu'environnementaux. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur les environnements capacitants et permettant aux personnes de s'autodéterminer. Que ça a des conséquences positives pour les personnes quand elles peuvent s'autodéterminer, mais aussi que ça a des conséquences négatives quand elles ne le peuvent pas. Et qu'il existe également des programmes autour de ça. Alors, sur ce que n'est pas l'autodétermination, donc il ne faut pas confondre autodétermination et réussite. On peut s'autodéterminer, mais aussi avoir des moments d'échec. Et il faut accepter aussi, en tant que professionnel, que la personne puisse avoir des moments d'échec et de faire de l'échec un apprentissage. Et ce n'est pas forcément évident parce que on sait aussi qu'il y a un certain nombre de professionnels dans notre secteur qui se sont engagés dans ce travail aussi pour protéger, qui ont ces valeurs-là personnelles de protection. Et notamment pour les soignants, par exemple, quand ils travaillent en masque ou en femme, d'accepter qu'une personne puisse refuser un soin, c'est pas forcément simple pour elle, mais il faut aussi pouvoir l'entendre et l'accompagner. Faire attention effectivement à ne pas restreindre l'autodétermination à un programme d'intervention spécifique, ou ne pas limiter l'autodétermination à la capacité de faire des choix. Ça rejoint ce que j'ai exprimé tout à l'heure sur les composés. Alors on a un certain nombre de croyances limitantes sur l'autodétermination, donc quelquefois on confond autodétermination et indépendance, liberté. Évidemment l'autodétermination c'est pas faire ce que je veux comme je veux quand je veux, on s'autodétermine toujours dans un cadre. C'est pour ça que c'est important toujours d'expliquer le cadre dans lequel on est. Ne pas confondre également la question de la prise de risque de la mise en danger. Il n'est pas question pour nous de mettre en danger les personnes, mais c'est comment on va permettre quand même aux personnes de vivre des expériences et de prendre des risques par rapport à ses propres choix. Et on prendra quelques temps après pour prendre des risques. S'autodéterminer, ça ne va pas dire forcément être autonome ou indépendant, et donc de tout faire tout seul. Il y a aussi beaucoup de questions autour des professionnels éducatifs. C'est aussi finalement à quoi je sers moi, finalement en tant qu'éducateur. J'ai bien compris que je ne devais pas faire de la prise en charge, mais finalement mon identité professionnelle elle se re-questionne, et donc finalement comment moi je me réinscris dans d'autres postures professionnelles, et donc ça vient toucher aussi des valeurs professionnelles et personnelles importantes. Et donc il faut aussi pouvoir retravailler avec les personnes, les professionnels, parce qu'on a souvent des gens qui nous disent qu'elles sont un peu perdues
sur maintenant comment elles doivent s'adapter et avoir la bonne posture. On entend souvent que l'autodétermination c'est un truc à la mode. Oui, c'est vrai, et c'est pas très grave que ce soit à la mode, parce qu'en même temps, on pourrait aussi dire que l'autodétermination c'est aussi finalement une question de l'accès au droit, et comme on a tous besoin, c'est quand même bien normal que les personnes puissent avoir accès à ça. Quelquefois, on entend aussi que ça fait 30 ans qu'on fait l'autodétermination. Bon, il y aurait des choses à... Faut que j'accélère. 2 minutes 3. Dans la question du risque, on parle du risque, c'est des petites notes que je vous laisserai. Quel est le risque réel par rapport à un besoin, quel est le risque partagé, quel est le risque acceptable pour la personne, pour les professionnels, quel est le risque perçu. Ça, c'est des notes, enfin, c'est des documents que vous aurez dans le PowerPoint. C'est vraiment important d'avoir ces éléments-là pour aussi accepter d'entendre le point de vue de tous sur cette question du risque. Si vous ne travaillez pas cette question du risque sur la question de l'autodétermination, vous allez être en difficulté. Et ça amène aussi quelquefois des questions éthiques aussi. Alors la situation de Vincent, ça j'aime bien le présenter quand je fais des interventions. Vincent, c'était une personne qui vivait en masse et qui souhaitait sortir de l'établissement quand il le souhaitait, sauf qu'on savait qu'il prenait des risques, quelquefois même qu'il se mettait en danger. Donc on a travaillé autour de cette question-là, de savoir comment on accompagne cette demande-là et comment on soutient dans son projet. C'est une situation que je fais travailler autour du risque. Et quelquefois, après j'explique que si on accepte la demande de Vincent, la famille va porter plainte contre nous s'il y a quelque chose. Et j'explique aussi comment l'ARS nous a bien soutenus quand on lui a posé la question de finalement qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire par rapport à cette question-là. Ils m'ont répondu qu'on devait à la fois assurer la liberté et venir des personnes qui vivent en masse et également assurer leur protection. Voilà une belle injonction paradoxale pour tout directeur d'établissement. C'est une belle réponse juridique, bon, on la dirait plus tard. Alors, une petite vidéo sur ce que n'est pas l'autodétermination. Dans une masse, justement pour que les personnes participent aussi, selon elles, à respecter l'autodétermination. Je vais y arriver. Voilà. Mesdames et messieurs les dirigeants, si vous décidez de vous engager à former les professionnels sur la question de l'autodétermination, je vous invite sérieusement à vous poser la question de comment vous managez vos équipes et aussi comment les professionnels de terrain, vous n'êtes plus dans des postures d'enfants, vous allez voir votre chef de service pour qu'il règle le problème, et comment les uns et les autres nous adaptons une posture d'adulte à adulte et plus d'enfant à adulte, et comment nous sommes en interdépendance les uns avec les autres. Si nous ne travaillons pas sur les systèmes de coopération et de management dans nos organisations, on ne peut pas demander à des professionnels de terrain de travailler à l'autodétermination s'ils sont dans des organisations pyramidales hiérarchiques où tout doit remonter au chef pour prendre une quelconque initiative. Ça ne marche pas, et si on laisse des organisations dans ce cadre-là, le risque c'est que les professionnels de terrain reproduisent la même chose auprès des personnes actives. La coopération, ce n'est pas le problème des cadres. Je l'ai dit, c'est une question qui concerne tout le monde. Et donc, la coopération, mesdames et messieurs les professionnels, c'est vous aussi.
où il va falloir accepter de changer vos postures et vos manières de travailler. Bon, je vous passe un peu tout ça, j'ai plus de temps. Et c'est comment on passe d'une posture de dépendance, c'est-à-dire de relation d'enfant à adulte, où je vais voir papa ou maman pour qu'il règle mon problème, à une relation d'adulte à adulte, où plutôt que de venir avec des problèmes, je viens avec des solutions et on discute sur des solutions. Je dis souvent la coopération, c'est la capacité à créer des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et la coopération, pour moi, c'est ça. Et c'est lié à l'autodétermination aussi. Alors évidemment, le rôle du manager, il est essentiel là-dedans. Pourquoi? Parce que il y a un devoir d'exemplarité. Nous sommes tout le temps regardés, scrutés, analysés, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Nous sommes toujours sous le regard des professionnels. Et donc il y a vraiment nécessité de travailler là-dessus. Évidemment, ça veut dire de poser des cadres clairs. De poser des cadres clairs. Est-ce que les missions sont connues? Quel est le sens? Quelles sont les redevabilités? Quelles sont les valeurs? De favoriser le oser dire, je l'ai dit tout à l'heure, créer des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Utiliser la communication non violente. Le tu. Parler plutôt en je et en besoin. J'ai besoin de ça pour pouvoir bien travailler, j'ai besoin de ça pour pouvoir réaliser tel ou tel projet. Mieux se connaître, également, utiliser des techniques et partager ses réussites et ses échecs. Et enfin, prendre en compte ses parties prenantes dans les décisions. Alors après, on a travaillé sur une définition de la coopération interne au GAPAS, j'y passe. Le pilotage de l'autodétermination, on l'a travaillé dans le cadre de notre projet associatif Vision 2030, avec également une stratégie à 3 ans avec des objectifs annuels. On a un copil également sur l'autodétermination et le management, où on pilote aussi ça d'un point de vue associatif avec nos ambassadeurs qui ont été formés également à l'autodétermination. On a créé un comité éthique, parce que quand vous travaillez sur ces questions-là, il y a aussi des questions éthiques qui surviennent. On finance une chaire de recherche au Québec qui s'appelle Autodétermination et handicap avec Martin Cahouette. Et on a beaucoup travaillé également sur la question de la pérédance, le genre de représentation et le fait que les personnes en situation de handicap puissent également être membres de notre gouvernance. Je vous propose d'en arrêter là. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous appuyer sur des documents qui sont en téléchargement libre, que ce soit la coopération, j'ai ramené quelques livrets, je pourrais les laisser, et également les podcasts. Merci à tous, je suis disponible pour répondre à la question. Alors, je vais donner la parole à notre dessinateur, voilà, et puis s'il a quelques commentaires à faire sur son dessin. Oui, ça y est, merci beaucoup. Oui, un premier dessin qui rebondit un petit peu sur les questions qui ont été posées à la salle tout au début d'intervention. Ah merde. Et puis j'ai un deuxième dessin qui met en scène des usagers, comme on dit. Voilà, c'est tout pour l'instant, j'ai pas eu le temps de finir le troisième, alors il sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des commentaires, des rebondissements, alors soit sur Internet, soit dans la salle? Sur Internet, il y a déjà une première question devant. En fait, c'était pas une question, c'était juste déjà merci. Parce que, en fait, ce que vient d'être dit, pour moi, c'est une philosophie de vie. Donc voilà, juste ça prouve que je ne suis pas folle. Alicia a fait le plus dur, hein. La première intervention est la plus dure, alors n'hésitez pas. Ah.
Carole, merci. Alors, au GAPAS, depuis combien de temps vous êtes dans cette transformation et est-ce que vous en êtes? Alors, on a démarré en 2016. On a décidé de reformer tous les professionnels sur 4 formations socles, qui sont 1, la bientraitance, en 2, la valorisation des rôles sociaux, le processus de production du handicap et la qualité de vie, 3e, autodétermination, et 4e, la coopération. On a décidé de reformer tout le monde et tous les salariés qui arrivent chez nous doivent se former sur ces 4 formations socles dans les 2 premières années. On a démarré en 2016, on est sur un chemin, l'objectif c'est pas la finalité, c'est d'avancer, de tester, mais ça fait déjà quelques années qu'on est dessus. Il y a des endroits où ça avance plus vite que d'autres, ça c'est lié à l'histoire de chaque établissement et puis des possibilités aussi. C'est pas miraculeux, hein, c'est compliqué, hein, ça pose plein de questions. Mais en tout cas, voilà, le tout pour moi, c'est de démarrer, de se lancer, d'expérimenter. Vous pouvez même vous lancer sans vous former, hein, c'est aussi de dire comment on travaille cette question-là. Rien que se poser la question de comment on fonctionne avec un projet personnalisé, quelle est la place des personnes dans le projet personnalisé, est-ce qu'il y a encore des temps d'échange, de synthèse sans que la personne soit là, c'est déjà une manière de travailler. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non, mais... Finalement, elle a renoncé. Peut-être une question sur l'accompagnement à la fin de vie, parce que voilà, les personnes qui sont en institution, j'ai pas besoin de micro, j'ai de la voix. Mais je pense à ceux qui sont en distanciel. Vous disiez sur la fin de vie. Ah oui, moi c'était plus sur la fin de vie, l'accompagnement à la fin de vie, le respect de la personne dans l'institution. Et donc, comment on fait nous, professionnels, quand on alerte sur un accompagnement, qu'on se retrouve dépourvu parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas les billes, on le signale et on se sent en échec, on n'arrive pas à répondre aux besoins de la personne. Et ça questionne énormément les équipes. On ne sait pas, on se sent dépourvu, on est entendu plus ou moins par la direction. Mais voilà, pour moi, on n'est pas. Il y a du boulot encore à faire sur cet accompagnement-là et pour moi, on est en difficulté énorme et on n'a pas de réponse. Et quand on est dans un établissement qui commence à avoir un public qui devient de plus en plus vieillissant, on s'inquiète en fait. On ne sait pas si on est dans une action bienveillante du coup et on n'est pas bien, on est frustré parce qu'il y a plein de choses qui nous sont renvoyées et on nous dit attention, la bonne distance, mais c'est pas la bonne distance, en fait on est des êtres humains avant tout, on est dans l'accompagnement et quand ça nous tombe dessus, des personnes qui partent du jour au lendemain à l'hôpital où on apprend qu'ils sont décédés et voilà, il y a plein de questionnements en fait là-dessus et des fois on est sans réponse. Oui, désolé, je n'ai pas de recette miracle. Dans l'autodétermination, il n'y a pas de recette non plus. Quand j'étais directeur de foyer de vie, on avait beaucoup travaillé sur des techniques autour de l'humanitude aussi. Le soin touché, comment on accompagne aussi ces moments-là, qui sont des moments de vie très intimes, très spécifiques. Mais comment on a aussi un toucher professionnel et une manière d'accompagner assez spécifique. Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi. L'humanitude chez nous avait beaucoup apporté sur ces moments de vie très spécifiques. Après, sincèrement, je partage ce que vous dites. On le vit aussi nous en interne, on a les mêmes difficultés. Une masse qu'on a ouverte il y a 20 ans, évidemment les résidents il y a 20 ans n'avaient pas le même niveau d'autonomie qu'aujourd'hui et on est confronté aux mêmes difficultés. Voilà, et une dernière question, François, qui nous vient du chat. Pour encourager les managers à favoriser l'autodétermination des professionnels, quelle doit être la posture des conseils d'administration? Oui, c'est une excellente question. Moi j'ai la chance, quand j'étais recruté au GAPAS, le président m'a dit François, prenez toutes les initiatives nécessaires et si vous vous plantez, je vous rattrape.
Ben, je peux vous dire que quand on vous dit ça, quand le président dit ça au DG, ça vous donne les possibilités de tester des choses et d'expérimenter et de prendre des initiatives. C'est vraiment la question de la confiance. La confiance, moi j'ai toujours la confiance coûte moins cher que le contrôle. Faire confiance aux gens, aller les chercher là où ils sont les meilleurs, aller les chercher sur leur talent, vous allez leur permettre de déployer ce qu'ils savent de mieux faire. Là où ils sont vraiment en énergie positive, n'essayez pas d'aller chercher des gens là où ils ne sont pas bons, de toute façon vous allez vous épuiser, puis la personne elle ne va pas y arriver. Mais d'aller chercher des gens là où ils sont bons, là où ils sont talentueux, ça oui. Et donc effectivement, le rôle des conseils d'administration, c'est de permettre ce système-là, de la confiance, de faire confiance, de travailler sur la question du risque. Comment on partage le risque quand on a des demandes, et quelquefois des annonces, c'est des injonctions paradoxales. Je vais vous expliquer la situation de Vincent, mais j'en ai plein d'autres de situations comme ça. Donc il y a vraiment ce besoin-là de travailler sur la confiance, et aussi que les personnes directement concernées dans l'établissement aient une place dans le conseil d'administration pour qu'elles puissent dire aussi aux administrateurs ce qui se passe également, et qu'on sait bien que l'impact n'est jamais le même quand c'est une personne qui le dit que quand c'est un professionnel ou quelqu'un d'autre. Toute dernière question avant la prochaine. Alors, plus une remarque qu'une question, déjà avant de dire que je rejoins totalement votre philosophie, je suis content que vous puissiez l'énoncer comme cela, et entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc j'ai plutôt une remarque, vous venez de dire que vous formez l'ensemble des professionnels, et je me dis que moi aussi à l'établissement, les professionnels qui sortent des écoles, on doit les former sur les techniques de l'autisme, on doit les former sur le code du travail, on doit les former sur la convention 66, on doit les former. Mon Dieu, on doit les former dans plein de domaines, et là on doit également les former sur l'autodétermination, etc. Je me dis, mais il y a du boulot à faire dans les écoles quand même, voilà. Et les écoles de cadre également, parce que les nouveaux cadres qui sortent aussi sont en main de tout ça. Je me dis, il y a un sacré boulot, et il faut peut-être revenir sur les fondamentaux. Je partage complètement, je considère que les formations des travailleurs sociaux ne sont plus du tout adaptées à ce que nous avons besoin, à ce que les personnes demandent sur le terrain, qu'il faut complètement revoir les contenus de formation des travailleurs sociaux à l'aune justement de ce que je viens d'exprimer sur la question de l'autodétermination, la valorisation des rôles sociaux. Oui, c'est nécessaire, c'est la même chose pour les cadres. Et d'ailleurs, quand vous vous engagez sur la question de l'autodétermination, je vous invite d'abord à former vos cadres sur ces concepts-là, puisque c'est eux derrière qui vont aussi enclencher la machine et qui vont permettre aussi aux personnes de travailler, de permettre aux professionnels de travailler sur ces questions-là. Donc effectivement, il y a énormément de travail. Au GAPAS, moi, les obligations de formation sont doublées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un budget de 400 000, j'ai un budget de 800 000. Mais j'ai pas le choix, sinon on n'avance pas. Merci de choix. J'ai le choix de faire, on peut le faire, mais je fais le choix de le faire. Merci François, je crois qu'on peut encore t'applaudir pour cette magnifique intervention. Juste avant la pause qui va durer un quart d'heure grand maxi, parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre timing, un petit cadeau de Pavot. C'est un élément d'attractivité de former les gens à l'autodétermination. Ce sont sur la culture d'entreprise, sur le fait que les gens savent qu'ils vont avoir un accompagnement et un parcours professionnel. Faites-le parce que vous aurez peut-être moins de difficultés à recruter. Merci. On s'arrête un quart d'heure et je compte sur vous. La pause c'est là, ça reste dans la salle.